Alors, Marine Le Pen, vous êtes avec nous pendant plus d'une demi-heure. David Doucan démarre avec vous pour cette première partie d'interview. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. En 2018, 103 852 obligations de quitter le territoire français ont été prononcées par l'administration. 20 266 reconduites effectives à la frontière. Au passage, je le dis à nos auditeurs, ces chiffres sont une information. C'est donc un peu moins de 20%. Emmanuel Macron dit qu'il veut 100% de reconduite, 100% d'obligation de quitter le territoire, transformée en reconduite effective. Est-ce que vous diriez autre chose ? Est-ce que je peux vous dire que dans ces 20 000 reconduites à la frontière, je pense qu'au moins la moitié, ce sont d'ailleurs des reconduites à Mayotte, des Comoriens, qui reviennent en général 24 heures plus tard. À vérifier. Donc, oui, non, mais à vérifier, mais j'en suis quasiment convaincu. Bon, bref, tout ça pour dire que... 100%, il veut 100% le président de la République. Oui, d'accord, il voulait aussi 0 SDF dans les rues, hein. Voilà, il y a 2 ans et demi et il y en a de plus en plus. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'en politique aujourd'hui on arrête de confondre les mots et les actes. Je pense qu'il y a maintenant une obligation de résultat. Or, idéologiquement, Emmanuel Macron considère que l'immigration, dans la foulée d'ailleurs du MEDEF et des libéraux dont il fait partie, considère que l'immigration est un moyen de la croissance, que c'est un atout économique. Là, vous parlez des quotas. Oui, mais de manière générale, il considère que c'est un atout économique. Et donc, il n'envisage pas la diminution de l'immigration, mais il envisage en réalité, avec ses amis, une augmentation de l'immigration. Davantage de reconduite à la frontière, c'est le projet du gouvernement. On parlera des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour cela. Davantage de reconduite, c'est moins d'immigration, puisque les filières viendraient à se tarir si les reconduites étaient effectives. Mais pourquoi ne pas agir en amont ? Pourquoi ne pas empêcher les arrivées ? Avant d'être obligé de mettre en place des procédures pour renvoyer des gens qui bien souvent, il faut le dire, reviennent quelques jours plus tard. Parce que là aussi, dans les reconduites à la frontière, il y a aussi des reconduites en Europe, dans des pays en Europe, de gens qui reviennent. Alors, il y a des moyens à mettre en œuvre. Le premier des moyens, c'est de couper tout ce qu'on appelle les pompes aspirantes, tout ce qui fait que la France est attractive pour un immigré clandestin. Soyons clairs, alors je vais vous donner des chiffres qui sont peut-être pas scientifiques, mais la chance d'être régularisé quand on est un clandestin en France, elle est importante, disons, sur les 4 à 5 années qui suivent son arrivée. Au bout de 5 ans de présence, on obtient un titre de séjour. C'est la circulaire Valls. D'accord. Puis, la chance de devenir français quand on est en situation légale est elle aussi extrêmement importante parce que les critères sont en réalité très souples. Donc, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui vit dans un pays où c'est probablement pas facile sur le plan économique et qui se dit, si je fais la traversée, si je prends ce risque-là de manière clandestine, alors d'ici 6 ou 7 ans, j'ai quasiment toutes les chances de devenir un Français. C'est irrésistible. Donc il faut couper les pompes aspirantes. Mais sur cette question de l'attractivité de la France, le président de la République a mis aussi ce sujet sur la table. Il parle de l'accès aux soins. Mise en place d'un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile avant de pouvoir bénéficier de la prestation universelle maladie. Accord préalable de la Sécu pour les soins qui ne sont pas urgents. Ce sont les mesures annoncées ce matin. Moi j'attends d'avoir... Moi j'attends d'avoir précisément les mesures. Pour certains soins non urgents, etc. Oui. Bon, on sait très bien que Mme Buzyn a dit on ne touchera pas au panier de soins. Elle l'a dit. Bon. Parce que si les gens tombent plus gravement malades, ça coûte encore plus cher. Elle a dit on ne touchera pas au panier de soins. Nous sommes donc dans un pays qui fait de nous quasiment une exception dans le monde, où les clandestins bénéficient de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la prise en compte de tous leurs soins gratuitement. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, il y a l'équivalent de ce que je voudrais mettre en place moi, c'est-à-dire l'aide médicale d'urgence, ou en cas évidemment de maladie contagieuse grave, ou en cas d'accident mettant en cause la vie, la survie, eh bien il y a une prise en charge. Donc c'est un système extrêmement généreux. Vous avez parlé des demandeurs d'asile. Alors ils envisagent une réduction qui est dérisoire. En réalité, c'est déjà celle qui est appliquée d'ailleurs aux clandestins, les 3 mois de carence. Mais est-ce que vous savez, et est-ce que ceux qui nous écoutent savent que lorsqu'un demandeur d'asile se voit rejeter sa demande,
Oui. Il bénéficie encore pendant 12 mois. Il bénéficiait jusqu'à présent encore de 12 mois de gratuité des soins. Ça passe à 6 mois, Marine Le Pen. Le Premier ministre l'a annoncé ce matin. Mais quelle fermeté incroyable! Et si ça passait à 0 jour? Parce qu'à partir du moment où il est rejeté, sa demande est rejetée, il est clandestin, il doit rentrer chez lui. Et moi je dis, il y a toute une série de méthodes à mettre en œuvre pour éviter de se retrouver dans cette situation. Et notamment en matière d'asile, j'avais proposé que les demandes d'asile soient analysées non pas quand les personnes sont sur le territoire national, mais dans n'importe quelle ambassade ou consulat de n'importe quel pays du monde, en amont. Soit ils ont l'autorisation de venir et ils viennent, soit ils n'ont pas l'autorisation de venir, et c'est quand même la majorité, c'est-à-dire on rejette leur demande d'asile, et à ce moment-là, ils ne resteront pas sur le territoire comme ils le font actuellement. Et donc, plus globalement, comment qualifieriez-vous les annonces du Premier ministre ce matin ? Moi, si j'étais de mauvaise humeur, je vous dirais que c'est une escroquerie politique. Comme je suis de bonne humeur, je vous dirais que c'est un enfumage assez traditionnel. On l'a vu avec un gouvernement précédent, le gouvernement qui lui avait lui-même précédé. À chaque fois, ils se disent, parce que c'est aussi un peu le fond de ce qu'est devenu la politique en France, on va proposer quelque chose qui est juste électoraliste. Les gens vont entendre parler d'immigration. Il y a quelques idiots utiles du système de gauche qui vont hurler à la mort. Donc, l'immense majorité des Français croira qu'on fait preuve d'une immense fermeté, alors qu'en fait, on n'a rien décidé. Il y aura toujours 255 000 étrangers légaux qui rentrent en France chaque année, plus 100 000 demandeurs d'asile, plus tous les clandestins que personne n'a même envisagé de compter, mais on sait qu'il y en a au moins entre 200 000 et 400 000, rien qu'en Seine-Saint-Denis. Il y a des milliers de mineurs isolés qui coûtent aujourd'hui 2 milliards d'euros à la France par an, au point que certaines collectivités disent, écoutez, la prise en charge des mineurs isolés fait qu'aujourd'hui, cette prise en charge nous coûte plus cher que ce que nous mettons dans les investissements. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? Donc la situation est très lourde, très grave, et je pense que les mesures qui sont prises sont évidemment pas à la hauteur du problème. Marine Le Pen, vous avez utilisé le mot escroquerie. Il se trouve que votre parti est jugé depuis ce matin pour la durée du mois de novembre. C'est l'affaire des kits de campagne. Vous êtes, je le précise, vous n'êtes pas inquiété dans cette affaire, vous personnellement, vous avez bénéficié d'un non-lieu. Est-ce que vous considérez toujours qu'il s'agit de juges aux ordres du pouvoir, lancés dans une démarche politique contre vous ? Non, mais je pense que la situation aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les juges d'instruction qui ont pris en main cette affaire, et ça je l'ai constaté parce que j'ai été auditionné par eux, avaient une méconnaissance absolument totale, d'abord de ce que c'est qu'une campagne électorale, de comment ça fonctionne, des règles de financement des campagnes électorales, et donc tout ça a rendu l'instruction extrêmement complexe. Ils sont partis avec une idée, c'était qu'on était coupable, ils savaient pas encore de quoi, mais on était sûrement coupable de quelque chose, et en fait on s'aperçoit à l'issue de cette instruction, et je suis convaincu que nos avocats réussiront à le démontrer, qu'il n'y a absolument rien de répréhensible dans la manière dont nous avons mené nos différentes campagnes. Vous pensez le non-lieu possible. Et je veux dire, c'est tellement, au terme de mais ce c'est procès. tellement vrai que, par exemple, il y a un volet important du dossier où l'État, parce que c'est l'État là, l'État dit vous avez surfacturé des prestations. Les kits de campagne. Bon, alors si on les a surfacturés, donc l'État a dû calculer cette surfacturation pour demander des dommages et intérêts qui sont équivalents à ces soi-disant surfacturations. Ils sont incapables de le faire. Donc ils nous disent il y a une surfacturation, mais ils sont incapables de mesurer cette surfacturation. Tout ça démontre que, je crois, au fur et à mesure de ces audiences, il s'avérera que rien de ce qui est aujourd'hui dans les liens de la prévention ne mérite que le mouvement y reste. Vous êtes confiante donc sur cet aspect judiciaire. Je voudrais vous interroger sur le climat social dans le pays. Ouais. Plusieurs syndicats appellent à une grève générale le 5 décembre, RATP, SNCF. Est-ce que vous soutenez cet appel à la grève? Il s'agit bien sûr de la réforme des retraites qu'ils combattent. Oui, enfin, je soutiens surtout la demande que j'ai effectuée d'ailleurs lors des questions au gouvernement mardi au Premier ministre. Je soutiens la demande de retrait de cette réforme des retraites. Mais la grève est-elle le bon moyen? Est-ce qu'il y en a un autre? À partir du moment où l'Assemblée nationale n'est pas représentative de ce que pensent les Français, à partir du moment où un mouvement qui est aujourd'hui le premier mouvement de France a 7 députés,
et un sénateur, c'est-à-dire, je crois, 0,2% du nombre de parlementaires. Comment est-ce qu'on exprime son opposition si le fonctionnement démocratique est entravé au point que les différents poids des opinions en France ne sont pas exprimés au sein de l'Assemblée, qui est pourtant le lieu où elle devrait s'exprimer. Soutien donc Marine Le Pen aux grévistes du 5 sur le fond, décembre. soutien, parce qu'en fait, on voit que Emmanuel Macron est en train d'opérer une véritable fracturation de notre système de protection sociale. Il en veut plus. Voilà, il est ultra-libéral, il considère que chacun doit se débrouiller tout seul et que ce système français, typiquement français, doit disparaître. Et ça va évidemment toucher les plus vulnérables. Vous pensez, Marine Le Pen, que la colère qui s'est exprimée dans le mouvement des Gilets jaunes peut ressurgir dans les semaines qui viennent? Oui, bien sûr, je le pense. Parce qu'aucune réponse n'a été apportée. Fondamentalement, la fracturation territoriale, la fracturation identitaire, l'insécurité terrifiante, dont on ne parle assez peu, en somme toute, et qui touche notre pays, qui fait qu'on est un des pays les plus dangereux d'Europe. Faut quand même se le dire, faut se l'admettre. Ça. Des pays les plus dangereux d'Europe, que vous voulez dire par là. Oui, en nombre d'homicides, en nombre de vols avec violence, etc. Oui, c'est le cas, c'est triste à dire, mais c'est aujourd'hui le cas. Je parle même pas des zones de non-droit, ou plutôt d'autres droits, qui suscitent des émeutes. Il y en a quasiment une par jour depuis le début du mois d'octobre. Et parallèlement à ça, en plus, il y a une fracturation totale de notre système de protection sociale qui fait que demain, les gens auront les pires difficultés s'ils se retrouvent au chômage, alors même que l'État est incapable de mettre en place les conditions de la création de l'emploi. Ce que je trouve odieux, si vous voulez, c'est qu'on baisse l'indemnisation du chômage, alors qu'ils n'ont réussi à faire baisser le chômage en 2 ans et demi que de 0,51%.